Céline Spector est professeure de philosophie à Sorbonne Université, après avoir été maîtresse de conférences et professeure à l'université Bordeaux-Montaigne. C'est là qu'on s'est croisés, qu'on s'est rencontrés. Elle est actuellement chercheuse invitée dans le cadre du Turin Humanities Program, donc à Turin. Elle a d'ailleurs été professeure invitée dans plusieurs institutions renommées en Europe, mais aussi aux États-Unis et je crois aussi au Japon. Spécialistes, ses thèmes de recherche sont la philosophie politique et la philosophie du droit. Ses travaux sur Montesquieu et sur Rousseau sont connus internationalement. On peut citer parmi les ouvrages principaux peut-être L'éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison, paru en 2016, ou encore très actuel, le dernier ouvrage qu'elle a écrit et qui est apparu l'année dernière, Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, là aussi paru en Seuil en 2021. Donc nous sommes évidemment ravis que Céline Spector ait accepté d'intervenir dans cette séance consacrée à la genèse de la citoyenneté européenne. Elle s'intéresse évidemment à l'héritage des Lumières. Elle l'a souligné lors de son intervention à propos de Catherine Colliot-Hélène. Et donc, elle a déjà parlé de cet ouvrage, Europe philosophique, Europe politique, l'héritage des Lumières, qui finalement fédère un peu plusieurs personnes qui sont ici autour de la table, dans la mesure où Maïwenn Roudot et Philippe Crignon ont également participé à l'ouvrage. L'intervention d'aujourd'hui de Céline est intitulée c'est une question, donc il y aura forcément discussion et débat. Une citoyenneté post-nationale est-elle possible et souhaitable? Céline, je t'en prie. Merci beaucoup de votre invitation. J'espère que vous m'entendez bien jusqu'au fond. Alors, je commencerai par dire que l'une des difficultés classiques qui sont rencontrées par les théoriciens de la citoyenneté européenne, qu'ils soient philosophes, politistes ou juristes, cette difficulté tient à la volonté fréquente de projeter sur la citoyenneté européenne le schéma hérité de l'État-nation. Et Philippe Crignon, ici présent, l'a plusieurs fois rappelé dans ses propres travaux. Alors, je voudrais donc partir d'une critique qui est bien connue et qui a été énoncée notamment en France par Paul Thibault, par Pierre Manant, par Julien Baroche, par d'autres aussi dans le monde anglo-saxon, Richard Bellamy notamment. Cette critique selon laquelle la démocratie européenne, s'il faut utiliser ce nom, est une démocratie sans démos, qui est précisément réduite en Europe à la protection des droits subjectifs, à la liberté des modernes, à une citoyenneté dépolitisée, réduite à une jouissance passive des droits. Et donc, dans cette critique, ce qui est en cause, c'est la logique dite dépolitisante des droits libéraux, et de ce fait, des auteurs qu'on pourrait nommer souverainistes de différentes obédiences entendent défendre l'idée, à l'inverse, d'une citoyenneté politique active, le citoyen comme membre de plein droit, fût-ce par ses représentants, de l'autorité souveraine, comme Rousseau le définit dans le contrat social. Ils veulent aussi défendre le citoyen comme celui qui participe à l'exercice des magistratures, comme le définit encore Aristote dans ses politiques. Or, disent-ils précisément, cette citoyenneté du co-législateur, selon les souverainistes, co-législateur et non du consommateur, trouverait ses conditions de possibilité dans un espace public non fragmentaire, unifié par l'histoire, unifié par la culture publique, unifié par un sens de l'appartenance au démos, donc dire un espace public qui ne peut être ancré que dans l'unité prépolitique de la nation. Autant dire que les souverainistes, qu'ils soient conservateurs ou républicains, voire révolutionnaires, les souverainistes s'en prennent à ce qu'ils perçoivent comme un mythe néfaste associé au libéralisme politique, voire au néolibéralisme. Ce mythe, c'est celui de l'individu propriétaire, porteur de droits, droits qui sont brandis au besoin devant les institutions judiciaires, et notamment la Cour de justice de l'Union européenne, qui serait la gardienne du temple.
Et donc, pour ces souverainistes, la citoyenneté européenne, post-nationale ou transnationale, n'est qu'une illusion. Alors, plus précisément, je précise légèrement ce point, on peut distinguer au moins deux types de critiques de la citoyenneté européenne qui sont structurantes dans l'espace des philosophes, des politistes et des juristes. La critique souverainiste et, par ailleurs, la critique cosmopolitique, qui est adressée, elle aussi, au modèle de citoyenneté institué par le traité de Maastricht, sur laquelle je ne m'attarderai pas aujourd'hui, mais je voudrais simplement en dire un mot. Alors que la critique souverainiste dénonce plutôt le fait que la citoyenneté européenne est une citoyenneté de marché, associée à une logique purement procédurale, donc le citoyen européen comme consommateur de biens et de droits, eh bien la critique cosmopolitique, elle, part de prémices différentes et elle refuse en général ce qu'Étienne Balibar ou Étienne Tassin nomment, comme vous le savez, avec les guillemets qui s'imposent, l'apartheid européen. Leur idée, celle de Balibar notamment, c'est que dans l'Union européenne, l'étranger est en quelque sorte un exclu de l'intérieur. Et comme l'écrit Étienne Balibar avant même la crise des migrants, même la crise migratoire, je cite, la protection se renverse en dénuement quand ce n'est pas en persécution. Alors ces critiques qui sont puissantes, très fortes, et que je développe beaucoup plus amplement dans mon livre, que Tristan Coignard a eu l'amabilité de citer, donc Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, ces critiques peuvent-elles être surmontées? Pour le dire autrement, la citoyenneté européenne est-elle une nouvelle figure de la citoyenneté, formellement dissociée de la nationalité, même si elle est ancrée juridiquement en elle? Corrélativement, y a-t-il un risque que le surcroît de fédéralisme, que j'appelle pour ma part de mes voeux, dans ce que j'appelle la République fédérative européenne, y a-t-il un risque selon lequel ce surcroît de fédéralisme amplifie les contradictions et les vices de la citoyenneté moderne, donc cette citoyenneté accusée d'être une citoyenneté passive, libérale ou purement procédurale? Faut-il craindre que cette citoyenneté européenne donc accentue la passivité et le repli sur l'individualité? Mon titre, une véritable citoyenneté post-nationale, est-elle possible et souhaitable? Alors, à titre introductif, je voudrais seulement rappeler, mais vous le savez tous ici, que le traité de Maastricht, instituant la citoyenneté européenne en 1992, dispose dans son article 8, je cite, qu'est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Donc, la citoyenneté européenne est une citoyenneté dérivée. Elle est dérivée de la citoyenneté nationale, elle n'est donc pas autonome. Le traité d'Amsterdam prend soin d'ajouter que la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale, mais évidemment ne la remplace pas. L'Union associe à la citoyenneté européenne un certain nombre de droits qui viennent s'ajouter à ceux dont bénéficient les citoyens de ces États membres. Et comme vous le savez, pour l'essentiel, ces droits sont la liberté de circuler, de travailler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes, la protection consulaire, l'initiative citoyenne européenne et un droit de pétition devant le Parlement européen. J'ajoute, c'est quelque chose sur lequel des juristes avec lesquels je travaille à Paris 2 ont beaucoup insisté récemment, la libre circulation, les deux piliers du droit européen, sont la libre circulation et la non-discrimination sur la base de la nationalité, peuvent être considérés comme des droits fondamentaux du citoyen européen, voire, selon ces juristes, comme ce qu'ils appellent des attributs constitutionnels. Alors, pour ma part, je défends au chapitre 4 de Nos démos une conception fédérale de la citoyenneté européenne comme complément et non substitut de la citoyenneté nationale, avec l'idée selon laquelle la citoyenneté européenne donc, peut et doit ajouter une strate de droits supplémentaires à ceux dont jouissent les citoyens des États membres, y compris en termes de droits politiques. Donc, à mes yeux, le citoyen ou la citoyenne de ce que je nomme la République fédérative européenne est et doit être un simple sujet de droit
mais cela inclut des droits politiques ou de nouveaux pouvoirs du citoyen dans une version étendue des droits de l'homme. Encore faut-il, et c'est le thème de votre séminaire, qu'une éducation particulière puisse accompagner, sinon forger, une telle citoyenneté post-nationale ou même fédérale. Et à votre invitation, c'est la question de la spécificité de la citoyenneté et de l'éducation des modernes, telle qu'elle a été théorisée par certains philosophes des Lumières, qui sera au cœur de mon propos aujourd'hui. Donc, en ce sens, mon exposé abordera, on pourrait dire, une thématique un peu différente de celle qu'aborde Tristan Coignard sur l'éducation cosmopolitique, ou Maïwen Rudo, ou encore Daniela Hempel dans notre volume. Je ne tenterai pas tant d'évoquer la formation à la tolérance, au pluralisme, à l'hospitalité, au décentrement, qui sont au cœur d'une éducation cosmopolitique et en ce sens post-nationale. Je tenterai plutôt d'évoquer, on pourrait dire, la nécessité de concevoir une nouvelle forme de citoyenneté qui serait adaptée en Europe aux conditions spécifiques de la modernité politique. Évidemment, on pourra discuter de ces contours et voilà, du laps temporel qu'elle comprend. Alors, je procéderai pour cela en 3 temps. En premier lieu, je proposerai très brièvement, forcément, une généalogie et une typologie de la citoyenneté qui trouvera sa matrice, alors après Hobbes, qu'abordera Philippe Crignon, dans la philosophie des Lumières et en particulier dans l'esprit des lois. C'est un petit peu la commande que m'avait fait Tristan Coignard. Je déploierai ensuite les différents modèles de la citoyenneté que conçoit Montesquieu en invoquant les 2 voies privilégiées de la modernité qu'il évoque dans son œuvre. Et je me demanderai enfin comment mobiliser cet héritage ambivalent et controversé des Lumières sans le réduire, bien sûr, à une doctrine ou un dogme pour éclairer les mutations profondes de la citoyenneté aujourd'hui. Alors, je commencerai donc par la question de la citoyenneté comme statut ou comme fonction. Alors, pour simplifier et à titre opératoire, je dirais qu'il y a 2 sens principaux de la citoyenneté que l'on peut mobiliser de manière opératoire dans les controverses philosophiques contemporaines. Premièrement, la citoyenneté comme statut juridique qui confère à un individu un ensemble de droits et de devoirs par la loi. Deuxièmement, la citoyenneté comme fonction politique qui implique de prendre part aux affaires de la communauté politique. Je laisse volontiers, on va dire dans le vague pour l'instant, le sens de se prendre part aux affaires de la communauté politique. Alors, on peut dire qu'en général, les théories de la citoyenneté procédurale définissent plutôt celle-ci comme le statut juridique qui est octroyé aux citoyens, et qu'en revanche, des théories plus substantielles de la citoyenneté l'envisagent plutôt comme une fonction associée à différentes formes de participation politique, appartenance directe au corps législatif, droit de sélectionner et de contrôler les représentants, droit d'établir des pétitions, de prendre part à des manifestations, d'exercer sa liberté d'expression, etc., etc. Alors, il me semble que pour éclairer ce double statut, statut et fonction justement du citoyen, l'histoire du concept au siècle des Lumières est assez éclairante. Vous vous souvenez que Bodin, dans les 6 livres de la République, distingue le bourgeois du citoyen et du sujet. Le bourgeois, c'est l'habitant d'une ville qui jouit de certains privilèges. Le bourgeois est défini par sa résidence, il habite dans la cité, à l'intérieur de ses murailles, et à ce titre, il bénéficie de certaines immunités. Le citoyen, c'est le membre de la cité et de la République, qui jouit de certains droits et qui doit assumer certains devoirs. Le sujet, c'est celui qui doit, par définition, obéir au souverain. Je laisse à Philippe le soin de restituer la manière dont Hobbes s'accommode de l'héritage bodinien, tout en, disons, s'en distinguant. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, en un sens, le XVIIIe siècle, et en particulier Montesquieu et Rousseau, constituent, on pourrait dire,
une forme de réponse, ou plusieurs formes de réponse aux propositions précisément boudiniennes et hobbesiennes sur la citoyenneté et sur les rapports entre le citoyen et le sujet. Donc je m'en tiendrai ici, faute de temps, à l'esprit des lois, mais on pourra revenir sur Rousseau dans la discussion si vous le souhaitez. Puisque dans l'esprit des lois, paru comme vous le savez en 1748, version Princeps, Montesquieu esquisse une théorie nouvelle de la citoyenneté en déployant différents types qui vont m'intéresser ici. Premièrement, la citoyenneté est directement associée à la sujétion. Le citoyen, on pourrait dire, est sujet dans les États despotiques, mais précisément au sens où le citoyen, on pourrait dire, s'abolit, s'anéantit dans son statut de sujet. Dans les États despotiques, dit Montesquieu, je cite, « Personne n'est citoyen ». Livre 5, chapitre 17. En revanche, comme nous allons le voir, la citoyenneté existe de plein droit dans la démocratie, et en particulier dans la démocratie antique, dont la vertu politique est le principe, et où la citoyenneté va s'associer de manière directe à l'exercice de la souveraineté. Le citoyen ne sera plus le sujet, mais celui qui, de plein droit, exerce l'autorité souveraine. Dans les monarchies, en revanche, comme nous allons voir, le statut du citoyen est beaucoup plus ambigu, puisque le citoyen est associé, on pourrait dire, à un certain statut social. La citoyenneté est différenciée dans une société d'ordre profondément inégalitaire, qui est en quelque sorte structurée par l'existence des privilèges. Enfin, dans l'Angleterre contemporaine, où Montesquieu a vécu pendant plus de 18 mois, qu'il a eu l'occasion d'observer, l'Angleterre post-Glorious Revolution, le citoyen prend encore une figure nouvelle, et comme nous allons le voir, dans ce que Montesquieu appelle la nation libre, ou encore la nation commerçante, je cite, « Chaque citoyen aurait sa volonté propre et serait par conséquent conduit par ses propres lumières ou par ses fantaisies. » C'est véritablement l'avènement d'une nouvelle forme inédite de citoyenneté qui va ici particulièrement m'intéresser. Donc, dans la description de cette généalogie de la citoyenneté moderne, ce qui va retenir mon attention, si vous voulez, c'est la distinction que Catherine Larère avait opérée dans un article il y a déjà un certain temps, qui date de 1999, entre la citoyenneté civique et la citoyenneté civile. Puisque, contrairement à Rousseau, qui évidemment écrit après Montesquieu, mais dans son sillage, comme une réponse à l'esprit des lois, Montesquieu ne considère pas, comme Rousseau, que je cite, le vrai sens de ce mot, citoyen, c'est presque entièrement effacé chez les modernes. Cette formule, le vrai sens du mot citoyen, c'est presque entièrement effacé chez les modernes, cette formule de Rousseau, Montesquieu ne la reprendrait pas du tout à son compte, c'est ce que je voudrais essayer de montrer ici. Alors tout d'abord, pour essayer de donner quelques éléments, Montesquieu va proposer donc une typologie des régimes politiques, comme vous le savez, démocratie, aristocratie, monarchie, despotisme. Et c'est dans la démocratie que la citoyenneté, on pourrait dire de plein droit, est d'abord décrite. La citoyenneté prend son sens le plus fort dans la démocratie, c'est-à-dire dans ce régime dont la nature est telle que le peuple encore exerce la souveraine puissance. Donc la citoyenneté est associée de manière structurelle à l'exercice de la souveraineté. En démocratie, écrit Montesquieu, le citoyen siège aux assemblées, il prend part aux magistratures, il élit les principaux officiers publics. Je cite encore, le gouvernement est confié à chaque citoyen. On pourrait dire qu'il y a une forme de dépôt qui est fait dans les mains de chaque citoyen, livre 4, chapitre 5. Ce que Montesquieu nomme la qualité de citoyen emporte avec elle ce qu'il nomme la souveraine puissance.
C'est intéressant parce que Montesquieu n'utilise précisément pas, on pourra y revenir si vous voulez, le concept de souveraineté, de la même manière que Bodin ou Hobbes, après lui, qui en font vraiment l'axe structurant de leur philosophie politique et de leur système. Contrairement à Rousseau après lui également, Montesquieu ne théorise pas la souveraineté, mais il considère qu'il existe bien dans les démocraties un exercice en commun de la souveraine puissance, et c'est à ce titre que le citoyen peut être défini par l'exercice de la souveraineté. Donc, en un sens, lorsqu'il évoque la démocratie, Montesquieu reste tributaire de la définition aristotélicienne. La citoyenneté, c'est le fait de prendre part à l'exercice des magistratures et d'y prendre part de manière égale aux autres. Et d'ailleurs, Montesquieu cite directement Aristote, qu'il prend comme source historique de ses travaux propres sur la démocratie, comme il utilise Platon de la même façon, de manière un peu instrumentale, au livre 23 de l'Esprit des lois, lorsqu'il s'agit de savoir si la démocratie, dans son corps électoral, doit intégrer ou non ceux que Montesquieu appelle les bâtards ou les étrangers. Et c'est alors Aristote qui est directement cité pour savoir quelle est la délimitation qui doit être donnée à la communauté des citoyens. Mais évidemment, la citoyenneté existe aussi dans d'autres régimes politiques que la démocratie, et alors la citoyenneté se dissocie de la souveraineté. Elle tend à abandonner les caractéristiques aristotéliciennes. Elle ne se définit plus comme égale participation à l'exercice des magistratures. Dans les régimes non républicains, non démocratiques surtout, la citoyenneté se redéfinit précisément comme jouissance des droits. Elle est associée par Montesquieu dans les gouvernements dits modérés à la liberté qu'il définit de manière totalement originale, pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale, comme opinion que l'on a de sa sûreté ou tranquillité d'esprit qui résulte de l'opinion que l'on a de sa sûreté face à l'arbitraire et au risque d'abus de pouvoir. Donc, être citoyen dans ces États revient à être protégé par les lois qui garantissent à la fois la protection de l'intégrité personnelle, la vie bien sûr, la liberté, mais aussi la propriété. Et donc, en ce sens, je crois qu'on peut dire sans trop exagérer qu'avant Benjamin Constant, qui s'en inspire constamment, Montesquieu définit ce qu'on peut nommer une figure moderne du citoyen. Sans être réduit au bourgeois, j'y reviendrai, le citoyen est celui qui d'abord jouit de la liberté civile dans les gouvernements modérés, c'est-à-dire, je cite, là où la tête du moindre citoyen est considérable. Livre 6, chapitre 2. Dès lors, il me semble que le modèle de la citoyenneté moderne, dont Montesquieu esquisse les contours, se situe aux antipodes de ce qu'il considère comme le modèle de la citoyenneté antique et en particulier républicaine. Le citoyen spartiate ou romain était capable, dit Montesquieu, grâce à une éducation toute puissante, informé par une forme de religion civile, évidemment particulièrement puissante à Rome, d'aimer la patrie et les lois jusqu'à l'abnégation, jusqu'à l'héroïsme, jusqu'au sacrifice de ses intérêts égoïstes. La vertu politique dont Montesquieu fait le principe de la démocratie contrevient directement à toutes les passions jugées, que nous jugerions ou qualifierions d'individualistes, et en particulier l'ambition personnelle. Montesquieu évoque ici le schème d'une dénaturation. L'éducation dans les démocraties doit dénaturer l'homme pour le transformer en citoyen. Elle doit le métamorphoser intégralement, lui faire perdre tous ses sentiments naturels. Évidemment, l'exemple de Sparte est toujours pris en exemple, bien avant Rousseau. Montesquieu utilise en particulier, ça a été beaucoup relevé par les Straussiens, la métaphore du monastère au livre 5, chapitre 2, l'Esprit des lois, pour traduire cette idée d'une conversion des esprits, c'est-à-dire que l'amour, on va dire du profit ou l'amour de la gloire personnelle se retourne en amour de la règle, en amour de la patrie, en amour des lois, en amour de l'égalité, en amour de la frugalité. Et toutes ces formes d'amour résultent au fond d'une forme de conversion passionnelle, d'une économie psychique très particulière, en vertu de laquelle
le citoyen, c'est finalement l'homme dénaturé. Et donc, pour cela, Montesquieu décrit tout un dispositif, tout un arsenal de conditions à la fois légales et morales, conditions qui portent sur les lois, mais aussi sur les mœurs, qui permettent d'accomplir cette éducation permanente du citoyen. Pour que cette éducation toute puissante de la citoyenneté démocratique puisse avoir lieu, il faut non seulement des lois agraires, comme celle de Lycurgue sur l'égalité des terres, la distribution, lois somptuaires, interdiction du luxe, loi de succession, loi sur les mariages, famille, etc. Donc il faut tout un arsenal législatif, mais il faut aussi un arsenal, on pourrait dire, d'institutions de surveillance et de contrôle des mœurs. Et Montesquieu évoque bien entendu non seulement les rituels civiques, les cérémonies, tout ce qui a trait à la religion civile, mais également la censure à Rome, qu'il prend vraiment comme une institution décisive pour le modèle de citoyenneté démocratique. Il faut, dit-il, que les censeurs qui sont chargés du dépôt des mœurs, je cite, livre 5, chapitre 7, rétablissent dans la République tout ce qui a été corrompu, qu'ils notent la tiédeur, qu'ils jugent les négligences et corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes. Donc, vous voyez où je veux en venir, l'éthos démocratique pour Montesquieu ne subsiste que sous ces conditions que Montesquieu qualifie d'extraordinaires. Et l'éthos démocratique ne peut être préservé, dit explicitement Montesquieu, que dans un état de petite dimension, où le bien commun est mieux senti, mieux connu, où les citoyens se connaissent personnellement, où la tentation individualiste est moins grande. Voilà la Sittlichkeit, selon Montesquieu, de la belle totalité qu'est la cité antique. Or, avec l'essor du commerce, des intérêts et de l'économie politique, tout change. Donc là encore, avant Benjamin Constant, qui s'en inspire directement, Montesquieu décrit le passage de la liberté des anciens à la liberté des modernes. Le citoyen moderne n'est plus celui qui prend part à l'exercice de l'autorité souveraine, comme ce sera le cas encore chez Rousseau. Il jouit désormais des ressources procurées par les sciences, les arts, le goût, le luxe, la politesse, dans le domaine des échanges, protégés par le droit qui assure, dit Montesquieu, je cite, la sûreté de la personne et des biens. Livre 28, chapitre 38. C'est un peu un livre final, c'est à propos de Saint-Louis, donc on pourrait dire, voilà, c'est un peu marginal, mais là on a vraiment la doctrine, protéger la sûreté de la personne et des biens, voilà la fonction principale du droit, en particulier du droit civil. Et comme en Angleterre, je vais revenir dans un instant sur ce modèle, l'individualisme prend alors son essor, je cite le chapitre 27 du livre 19, sur lequel je vais revenir dans un instant. Comme aucun citoyen ne dépendrait d'un autre citoyen, aucun citoyen ne dépendrait d'un autre citoyen, donc c'est le cas en Angleterre, chacun ferait plus de cas de sa liberté que de la gloire. Donc voilà, si vous voulez, la valorisation de la liberté personnelle, de la liberté subjective et des droits subjectifs donc, qui la protègent. Alors bien sûr, d'autres sociétés, comme la France d'Ancien Régime, voient les citoyens résister et s'unir dans des corps. Montesquieu, qui vit en France, sait fort bien que la monarchie d'Ancien Régime est une société de corps, et structurée par des rangs, et ce sont ces corps qui permettent de résister au pouvoir absolu du monarque. J'y reviendrai dans un instant. Certes, Montesquieu sait aussi qu'il existe une forme moderne de la République. Les républiques commerçantes, comme la Hollande, Pays-Bas, fournissent un analogone moderne de la citoyenneté antique. Et Montesquieu sait très bien que les bourgeois hollandais peuvent être frugaux et investis dans la République. Mais l'exception confirme la règle. Dans les sociétés modernes, qui sont caractérisées par des activités sociales différenciées, où l'esclavage des uns, et Montesquieu insiste beaucoup là-dessus, ne permet plus l'oisiveté des autres. L'esclavage chez les modernes, on est d'accord, mais ce n'est pas le même esclavage que dans l'Antiquité, et il ne rend pas possible, de ce point de vue-là, disons, la participation à l'exercice du pouvoir souverain. La citoyenneté s'altère en profondeur. Et
Montesquieu nous dit « Il n'y a plus lieu désormais de privilégier la vertu politique, la vertu civique, la vertu patriotique, l'amour de l'égalité. Mieux vaut trouver dans l'État le lieu d'expression de ses préférences partisanes, de ses ambitions particulières. » Et donc, en ce sens, ce que je voudrais faire à présent, dans le deuxième moment de mon intervention, c'est examiner les deux paradigmes de la citoyenneté moderne que Montesquieu décrit dans l'Esprit des lois, deux modèles de ce que j'ai appelé dans un autre livre, bien plus publié à partir de ma thèse il y a fort longtemps, Montesquieu, Pouvoir et ses sociétés, deux paradigmes qui correspondent à deux modèles, on pourrait dire, de la société civile, de l'hétérogénèse des fins, de manière dont les intérêts particuliers, les ambitions particulières peuvent produire la liberté civile, donc la liberté des modèles. Ces deux modèles, donc, le modèle monarchique français et le système représentatif anglais, qui correspond pour Montesquieu au modèle de la République moderne. Donc, j'en viens maintenant à ces deux modèles. Alors, tout d'abord, le modèle monarchique, qui va moins nous intéresser ici. Il y a quand même ce chapitre extraordinaire sur l'éducation dans les monarchies, chapitre 2 du livre 4, que je n'ai pas du tout le temps d'expliquer en détail, mais on pourra revenir sur certaines de ces subtilités, c'est un des plus difficiles de l'Esprit des lois. Montesquieu présente le système de l'État comme, pour le dire rapidement, ce que Pascal, ou avant lui Nicole, aurait pu appeler un beau tableau de charité. C'est-à-dire, en fait, il essaye de comprendre la manière dont l'amour-propre et la civilité peuvent produire des effets analogues à ceux que produirait la charité ou la vertu. Comment, en quelque sorte, les vices produisent, les vices privés produisent des vertus publiques. Et dans le modèle de Montesquieu, comme chez Mandeville d'ailleurs, c'est à l'honneur, forme raffinée d'ambition et d'orgueil, qu'il revient de produire la prospérité et la liberté dans les monarchies. Donc, dans ce chapitre décisif, Montesquieu décrit ce qu'on pourrait appeler l'idiosyncrasie de l'éducation des modernes, éducation du citoyen, sujet, qui est scindée, c'est ça sa caractéristique, n'est pas unifiée comme dans le cas de la démocratie, mais qui est scindée entre trois formes d'éducation. L'éducation dans la famille, l'éducation religieuse et l'éducation mondaine, qui sont, selon Montesquieu, contradictoires entre elles, ce qui est la cause de la contradiction de l'homme moderne, ce qu'on appellera un peu plus tard le malaise de la modernité. Donc l'éducation du monde, dit Montesquieu, est néanmoins celle qui prévaut, en particulier à la cour, dans les salons, à la ville, et qui l'emporte dans la formation des mœurs dominantes, de l'honneur qui fait figure de principe. Alors, je vais très rapidement rappeler quel est le principe de cette éducation à la distinction que j'opposerai à l'éducation-conversion du citoyen des démocraties antiques. Dans ce modèle d'éducation-distinction, les sentiments naturels ne sont pas annihilés au profit de forme de dénaturation, formation publique du citoyen. Les qualités de l'homme, on pourrait dire, sont plutôt transformées, on pourrait dire, raffinées, par le biais d'une métamorphose de l'amour-propre. Et au fond, comme La Rochefoucauld, comme bien d'autres, comme Mandeville, Montesquieu essaye de décrire la manière dont l'éducation mondaine permet aux hommes, du fait du désir de reconnaissance, de mettre en place ce qu'on pourrait appeler un ethos de la grandeur et du prestige qui valorise le code de l'honneur dans son idiosyncrasie. Car l'honneur des monarchies modernes ne connaît d'autres critères que la grandeur des actions. Il n'est censeur, dit Montesquieu, que du ridicule, du vulgaire, du médiocre, de l'attachement jugé indigne à la richesse et à la vie. Alors, ce qui m'importe ici, c'est que Montesquieu insiste sur la nécessité pour le prince ou le législateur de laisser faire les individus dans ce type de régime. Et donc, au livre 19, Montesquieu affirme que la nation à l'humeur sociable, comme il l'appelle, dans son vocabulaire toujours un peu crypté, en l'occurrence la France, ne doit pas être, dit-il, corrigée. Autrement dit, l'État ne doit pas assumer le rôle d'éducateur, comme le proposait
une série d'auteurs, l'abbé de Saint-Pierre et Pierre de Laborde, on pourrait tous les reconstituer, ils sont un peu aujourd'hui oubliés, mais il y avait toute une série de projets de réforme de l'éducation qui permettaient de remettre évidemment au goût du jour certains modèles d'éducation publique un petit peu à l'antique. Montesquieu refuse le principe même d'une police des mœurs qui essaierait de restituer, on pourrait dire, dans la forme monarchique, le modèle de la vertu à l'antique. Alors, j'en viens maintenant, parce qu'il m'intéresse davantage, au second paradigme dans l'esprit des lois, qui livre une autre figure très différente de la citoyenneté moderne, qui est précisément celui qui nous intéresse davantage, celui de la République moderne, ou de ce que Montesquieu appelle la République qui se cache sous la forme de la monarchie. Alors, dans ce régime moderne par excellence, l'Angleterre post-Glorious Revolution, que Montesquieu a bien connu, il a été introduit à tous les niveaux, au Parlement, à la Cour, etc., les citoyens ne sont clairement plus mus par l'éthos civique, ni même par l'honneur monarchique. Ils sont avant tout animés par une forme d'amour de la liberté. Amour de la liberté qui, associé à des passions conflictuelles, les conduit à habiter de manière totalement inédite la sphère publique et la société civile. Alors, ce processus en Angleterre fonctionne à double échelle, je vais simplement en dresser les purs ici. D'une part, au niveau politique, c'est ce qui est le plus connu, Montesquieu considère que la société politique doit être structurée avec une division et une institutionnalisation du conflit civil. Le citoyen, on pourrait dire, ne se définit pas de manière universelle comme celui qui participe à l'autorité souveraine. Le citoyen est défini par son statut social et sa fonction politique dépend de ce statut social. Il faut deux corps, nous dit Montesquieu, car les intérêts des citoyens issus de la noblesse et les intérêts des citoyens issus de la bourgeoisie, ou de la partie, disons, propriétaire du peuple, ces intérêts sont conflictuels de manière structurelle. Et il n'est pas possible que ces intérêts trouvent d'une manière ou d'une autre à s'harmoniser dans la société politique. Autrement dit, le bien commun n'existe pas, c'est un mythe. Et donc, il ne peut pas y avoir de pouvoir législatif unique. Il faut deux chambres et un conflit, on pourrait dire d'intérêts institutionnalisés entre ces deux chambres, de manière à incarner la diversité des positions sociales conflictuelles. D'autre part, au niveau de la société civile elle-même, Montesquieu décrit, dans cette société civile, il y a un chapitre extraordinaire, chapitre 27 du livre 19, Montesquieu décrit un affrontement structuré au sein de la société civile, animé par des partis politiques, vous savez, ce sont les premiers partis, parti Whig et parti Tory, des partis politiques antagonistes, des journaux qui leur sont associés, London Journal, Craftsman, Montesquieu les lisait de manière régulière, si bien qu'au sein du système représentatif, le modèle du citoyen diffère totalement, là encore, du modèle du citoyen d'Ancien Régime. Dans ce modèle, le citoyen s'investit dans des partis politiques, il s'investit dans des associations civiles, dans des sectes religieuses, il s'investit dans un espace public structuré par la liberté de la presse. Montesquieu insiste beaucoup sur l'importance de cette liberté de la presse. Dans ce cadre, Montesquieu le dit, tout homme, je cite, prend part à l'administration de l'État. Ce qui signifie que la société civile est une société politique. Et que, tout en exerçant leurs activités privées et tout en déployant leurs passions particulières, les individus s'investissent, on pourrait dire, dans la vie publique. Alors, j'insiste encore juste un instant sur ce point qui me paraît tout à fait essentiel, et ce chapitre n'a toujours pas véritablement donné lieu, à mon avis, à des explications et des commentaires suffisants. Ce que Montesquieu décrit en Angleterre, ce qu'il a vu sous ses yeux, c'est la naissance d'une opinion publique, non pas rationnelle. Au contraire, Montesquieu insiste sur le caractère totalement irrationnel de l'opinion publique en Angleterre. Il dit des terreurs absurdes, une vigilance citoyenne démultipliée. Non pas une opinion publique rationnelle, mais une opinion publique raisonnante,
qui est favorisée par la liberté de parole et de presse. Ce qui caractérise cette opinion publique, c'est le fait que aucune autorité, aucune tutelle, véritablement, ne parvient à la chapeauter, si bien que les désaccords s'expriment en toute publicité. Et de ce point de vue, nous dit Montesquieu, dans ce cadre de liberté, les passions conflictuelles s'investissent dans les partis politiques et s'expriment, on pourrait dire, de manière profondément antagoniste. Donc voilà, je voudrais juste citer deux petits passages qui manifestent cette tension profonde dans l'opinion publique. D'un côté, dit Montesquieu, je cite, « Les lois n'y étant pas faites pour un particulier plus que pour un autre, chacun se regarderait comme monarque. Et les hommes dans cette nation seraient, c'est là l'expression qui m'intéresse, plutôt des confédérés que des concitoyens. » Donc, en Angleterre, on pourrait dire, cette nouvelle figure du citoyen sujet, au fond, ce ne sont pas des concitoyens, en tout cas, ils ne se considèrent pas comme membres du corps politique, évidemment comme faisant partie, on pourrait dire, d'un corps politique unique, ils se considèrent comme des confédérés. Cette expression me paraît extraordinaire. De l'autre, c'est là que la tension s'exprime, la vie politique n'a rien d'atone, tout au contraire. Je cite, « Si le climat avait donné à bien des gens un esprit inquiet et des vues étendues, dans un pays où la Constitution donnerait à tout le monde une part au gouvernement et des intérêts politiques, on parlerait beaucoup de politique, on verrait des gens qui passeraient leur vie à calculer des événements, etc. Dans une nation libre, il est très souvent indifférent que les particuliers raisonnent bien ou mal, il suffit qu'ils raisonnent. De là sort la liberté qui garantit les effets de ces mêmes raisonnements. » Voilà le modèle extraordinaire que Montesquieu découvre, on pourrait dire, dans l'Angleterre post-Glorious Revolution. Non pas du tout une figure de la citoyenneté vouée au bien commun, non pas du tout, on pourrait dire, le citoyen comme celui par qui s'exprime la volonté générale, mais ce citoyen qui raisonne de manière irrationnelle, dans le cadre d'une société civile structurée de manière profondément conflictuelle. Et donc, pour conclure sur ce point, chez Montesquieu, il n'y a pas de différence structurante entre ce que j'appellerais la société civile et la société politique. La société civile est par elle-même une société politique. Et il est clair que pour Montesquieu, cette forme de vigilance irrationnelle des citoyens est indispensable à la protection des droits et donc à l'existence même de la liberté démocratique. Alors, combien de temps me reste-t-il? Un peu 10 minutes. 10 minutes. Ça te va? Oui, c'est parfait. Alors, je voudrais, dans le temps qui me reste, très brièvement, et encore une fois, on pourra y revenir dans la discussion, à la lumière de cette vision qui est quand même, je trouve, très novatrice, au moment où Montesquieu écrit, à la lumière de cette vision nouvelle de la citoyenneté, de sa réception européenne, vous savez que l'Esprit des lois, ça a été l'œuvre qui a eu le plus grand succès à l'échelle européenne, le plus de traductions, le plus de circulation, beaucoup plus que le contrat social, enfin, ce n'est pas comparable, jusqu'à la Révolution française. À la lumière donc, de cette réception importante de l'Esprit des lois, aussi bien en Italie qu'en Écosse ou qu'en Allemagne, il me semble qu'il faut retenir une leçon primordiale de cette analyse. L'éducation du citoyen sujet moderne, tel que Montesquieu le voit émerger, le voit naître dans la société anglaise, société qui échappe par ailleurs à sa typologie des régimes, cette éducation ne peut plus prendre la forme de l'éducation républicaine, de la formation de la vertu civique à la romaine. Et en un sens, c'est précisément sur cela que revient pour le coup Robespierre dans le moment révolutionnaire. Alors je sais que vous connaissez ces textes, mais ces discours extraordinaires, rhétorique politique stupéfiante de Robespierre. Je voudrais juste vous citer un petit extrait, je ne peux pas résister au plaisir, c'est un discours magnifique du 18 juin 1793 à la Convention. Robespierre, qui connaît tout autant Montesquieu que Rousseau, écrit, ou plutôt dit, « Je n'aurais jamais cru qu'il, c'est vrai, c'est ses collègues conventionnels, qu'il oserait contester la vertu républicaine du peuple qu'il représente. Où a-t-il vu cet homme
que nous fussions inférieurs aux Romains? Où a-t-il vu cet homme que la constitution que nous allons terminer fut au-dessous de ce Sénat despotique qui ne connut jamais la Déclaration des droits de l'homme? Où a-t-il vu que ce peuple qui verse son sang pour la liberté universelle fut au-dessous des Romains, qui furent non pas les héros de la liberté, mais les oppresseurs de tous les peuples? Mais il n'y a rien à répondre à un tel. Donc voilà, ça c'est le syntagme de ce qui a voulu être au moment, effectivement, Robespierre soutient ce discours, l'idée d'un peuple régénéré, d'une éducation civique effectivement à la romaine, qui revenait de ce point de vue effectivement, comme le relèvera Benjamin Constant, sur les distinctions opérées par Montesquieu. De ce point de vue, je crois que bien sûr, nous ne voulons pas défendre une vision naïve de l'héritage des Lumières, on en a commencé par là, mais l'approche que je voudrais suggérer pour conclure tient du moins à défendre cette idée d'une continuité entre société civile et société politique. La société civile ne doit pas être conçue simplement, comme elle le sera, à mon avis, à partir d'une lecture sans doute réductrice, mais je ne m'avance pas ici, je pense qu'il y a de meilleurs spécialistes que moi, à partir d'une lecture réductrice de Hegel, lisant lui-même d'ailleurs les théoriciens écossais, Ferguson notamment, dans son essai sur l'histoire de la société civile, ou Smith, la société civile ne se réduit pas à la sphère des besoins et de la division du travail, structurée par les échanges économiques. Elle ne se réduit pas tout simplement au marché, avec l'idée que les intérêts particuliers permettent d'y produire, sans le savoir ni le vouloir, le bien commun. Comme l'ont vu Montesquieu ou Hegel dans sa théorie des États, des corporations, la société civile permet aussi l'émergence d'intérêts communs, objectifs, grâce aux corps intermédiaires, grâce à la sphère publique, grâce à la culture politique. Mais, et c'est là la difficulté, ces intérêts communs ne peuvent pas, dans les sociétés modernes, être directement pris pour objet par l'éducation. Et donc, je crois que l'une des difficultés sur laquelle je voudrais conclure, c'est cette difficulté que nous devons accepter et qui, à mon avis, permet de réfléchir aussi à la citoyenneté post-nationale. Alors là, j'ouvre précisément une brèche. Ces intérêts communs émergent dans la sphère publique du libre jeu conflictuel des passions et des intérêts. Ils ne sont pas l'objet d'une éducation rationnelle, ils émergent d'une opinion publique résonante dans un espace structuré par la liberté de la presse et l'affrontement conflictuel des partis politiques et des associations civiles. Et donc, de ce point de vue-là, j'aimerais tenter, du moins, de refuser la contradiction posée par les souverainistes, et que je rappelais pour commencer, entre le marché assorti des droits de l'homme, ça serait la citoyenneté procédurale, et la sphère politique de la citoyenneté, qui serait une reviviscence de la citoyenneté républicaine. Cela vaut, me semble-t-il, à l'échelon européen. Il ne faut pas opposer radicalement l'approche libérale en termes de statut et l'approche républicaine en termes de fonction. Et donc, pour conclure, je voudrais faire simplement deux remarques. Une remarque historiographique et politique et une remarque peut-être plus philosophique. Tout d'abord, d'un point de vue historiographique et politique, il ne s'agit bien sûr pas de transposer sans nuance les leçons politiques de Montesquieu, ça n'aurait aucun sens, à plus de 2 siècles d'intervalle, au moment de la démocratie numérique, fondée sur une transformation à nul autre pareil de la sphère publique et médiatique. Il s'agit plutôt de prendre conscience que l'héritage de Montesquieu peut être relu de manière féconde au prisme d'analyse nouvelle, au prisme précisément de cette nouvelle transformation de la sphère publique et médiatique. Et donc, je crois que nous devons accepter, en tout cas, ce point précis. Il faut faire le deuil d'un modèle de citoyenneté caduque. Le citoyen ne peut plus être le zoon politikon. Le citoyen ne peut plus être le participant direct à l'exercice de l'autorité souveraine. Il ne peut plus être celui qui doit, par lui-même, viser le bien commun. La citoyenneté post-nationale doit être repensée au sein du paradigme civil et non pas du paradigme civique. Et je crois que Montesquieu nous apprend du moins que cela ne signifie pas le retrait
de la vie politique. Deuxième et dernière remarque, peut-être un peu plus philosophique, pour que le statut de citoyen européen ne demeure pas incantatoire, c'est vrai que nous devons y prendre garde, il faut de ce point de vue que la matrice des droits politiques puisse être appropriée, non seulement par des ressortissants, non seulement par des résidents, non seulement par des consommateurs, mais bien par des citoyens acteurs et co-législateurs. Et il me semble, en tout cas c'est ce que j'essaie de défendre dans mon livre, je le livrerai un petit peu ici à l'état brut, que le combat en faveur d'un fédéralisme fiscal, social et environnemental est précisément ce qui, au sein de l'espace public et de la sphère publique européenne aujourd'hui, est sans doute ce qui est le plus propre à mobiliser de nouveaux collectifs citoyens, précisément dans cette société civile politique. Et c'est ici précisément que je me séparerai peut-être des propositions de Montesquieu, héritière légèrement hétérodoxe malgré tout, un peu hérétique, puisque Montesquieu ne défendait pas en son temps évidemment un fédéralisme européen pour le sillage de l'abbé de Saint-Pierre, puisqu'à mes yeux, je pense que précisément c'est l'attrait messianique à certains égards du projet fédéral qui permettrait peut-être de réanimer en partie cette citoyenneté dans le champ de la liberté des modernes. Voilà, excusez-moi, j'ai dû aller un peu vite sur des questions assez importantes, mais voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment Céline pour cette présentation qui rentre parfaitement dans le cadre de ce que Maïwenn et moi voulions pour le séminaire Equilibrium et qui en plus représente, je dirais même ta propre trajectoire, c'est-à-dire depuis les travaux précisément sur Montesquieu jusqu'à Demos, jusqu'à ton dernier livre. Donc merci infiniment pour cette présentation, alors qui est effectivement avec des thèses fortes qui vont peut-être susciter la discussion, c'est du moins ce qu'on espère. Et donc, on va avoir une première phase de discussion à propos de l'exposé de Céline, et avant d'écouter Philippe et de mener une discussion plus globale. Alors, bienvenue de retour. Donc, nous allons aborder la deuxième partie de notre séance avec l'exposé de Philippe Crignon. Philippe Crignon est maître de conférence en philosophie politique et juridique à Nantes Université, faut-il dire maintenant, donc au département de philosophie. Céline l'avait déjà dit tout à l'heure, c'est évidemment un spécialiste de Hobbes. On peut mentionner notamment la philosophie de Hobbes chez Vrin en 2017, ou encore l'ontologie politique de Thomas Hobbes chez Classic Garnier en 2012, mais aussi un spécialiste des questions de citoyenneté et des transformations de la citoyenneté, ce qui va nous intéresser, je pense, aujourd'hui. On peut mentionner un collectif dirigé avec Christophe Miqueux, Représentation politique et transformation de la citoyenneté, 17e, 21e siècle. Une réflexion toujours en cours sur l'Europe. Il y avait un numéro d'incidence en 2014 que Philippe Crignon a dirigé qui s'intitulait L'Europe au risque de ses paradoxes, analyses et propositions. Donc Philippe Crignon est notre expert pour les questions qui nous intéressent aujourd'hui et nous sommes très heureux de t'entendre et tu as 45 minutes pour ton exposé. Merci beaucoup. Donc, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux, Maïwenn Goudot et puis Tristan Coignard, pour votre invitation à participer à ces débats, discussions sur la citoyenneté européenne, avec cette proposition donc d'intervenir sur la question de la genèse, ce qui me permet à moi, et c'est ce que je vais faire ici, ce que je vais vous proposer, de m'appuyer pour partie sur ce qui a pu s'élaborer, alors autour de Hobbes, oui, mais parce que je le considère comme un théoricien important dans la constitution à la fois de l'État moderne et de la citoyenneté moderne, et puis avec cette ouverture que je vais essayer de
voilà, de rendre quand même un petit peu substantielle ouverture sur la question de la citoyenneté européenne. Donc, j'ai proposé ce titre d'intervention. Qu'est-ce que la citoyenneté européenne peut retenir du modèle de la citoyenneté stato-nationale? J'insiste sur le stato devant national parce que souvent la problématique se réduit à la question citoyenneté nationale ou post-nationale ou transnationale. L'élément stato, l'élément de l'État, pour moi, me paraît important. Alors, oui, bien sûr, l'institution d'une citoyenneté européenne dans le traité de Maastricht a été une innovation majeure et ambitieuse pour une Europe que l'on voulait plus politique et plus proche des citoyens. Elle n'est cependant pas venue de manière impromptue, mais elle avait été discutée, préparée de longue date avec le projet de reconnaître des droits spécifiques aux citoyens membres de la communauté européenne, les fameux droits spéciaux. Alors, au sommet de Paris, en 1974, il était question non pas de reconnaître, mais même d'attribuer des droits spéciaux aux Européens. Et le rapport de Léo Tindemans l'année suivante proposait, lui, d'assurer la reconnaissance et la protection des droits et libertés fondamentales, y compris les droits économiques et sociaux. Et la résolution du Parlement européen en 1979 dressait une liste classique et étendue de ces fameux droits spéciaux, c'est-à-dire que la protection communautaire s'applique non seulement aux droits économiques, mais aussi aux droits civils et politiques, le recours individuel à la Cour de justice, le droit de pétition, des droits politiques pour toutes les élections, l'accès à la fonction publique de l'État de résidence, le droit de séjour pour tous les citoyens de la communauté. Alors, cette grande idée d'une citoyenneté européenne a été plus modeste lorsqu'elle a été finalement créée, puisqu'on y trouve le droit de circuler et de séjourner, qui est universalisé à tous les citoyens et non plus aux seuls travailleurs, le droit politique de participer aux élections locales et européennes, mais non pas nationales, le droit de pétition et de protection diplomatique. Les droits politiques ont donc été réduits, les droits sociaux sont passés sous silence, le droit de recours individuel à la Cour de justice a disparu définitivement. Cette définition de la citoyenneté européenne n'a presque pas changé depuis. On peut tout de même mentionner le droit d'initiative citoyenne européenne que Céline Spector a mentionné également tout à l'heure. Alors, la précision qui a été apportée en 1997 lors du traité d'Amsterdam mérite ici de servir de point de départ, puisqu'il est ajouté que la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas, donc article désormais 20 du TFUE. Il y a évidemment deux points intéressants dans cette phrase. D'une part, l'articulation des deux statuts civils. La citoyenneté européenne s'ajoute mais ne se substitue pas à la citoyenneté nationale, mais aussi l'analogie qui est maintenue entre les deux catégories. L'analyse logique de la proposition implique de donner au signifiant citoyenneté un même signifié, que cette citoyenneté soit nationale ou européenne. La structure propositionnelle invite à accorder une unité sémantique et conceptuelle à la citoyenneté au moment même où il est dit que la citoyenneté européenne n'est précisément pas un élargissement de la citoyenneté nationale à l'échelle de l'Europe. Alors, que peut-elle être si elle n'est pas une citoyenneté nationale élargie? L'enjeu est de savoir s'il est raisonnable de concevoir à ce stade une citoyenneté européenne, alors qu'il s'agit avant tout de reconnaître et de protéger des droits. De deux choses l'une, soit les droits afférents à cette citoyenneté européenne réunissent globalement les mêmes types de droits que ceux qui définissent la citoyenneté nationale des États membres, et alors la question est comment peut-elle ne pas être redondante? Soit ce sont des droits nouveaux, en particulier des droits transnationaux, mais on voit mal en quoi cela nécessiterait de les attacher à un nouveau statut plutôt qu'à la citoyenneté nationale des États membres. En d'autres termes, il s'agit de clarifier la justification d'une citoyenneté européenne alors qu'elle ne retient finalement que peu d'éléments fondamentaux du concept moderne de citoyenneté. Entre une conception nationale et une conception fédérale de la citoyenneté, faut-il alors faire place à l'idée que la citoyenneté européenne, au fond, modifie la nature même de la citoyenneté, que son originalité consiste justement à la redéfinir autour de droits fondamentaux, à commencer par le droit de circuler? Eh bien, pour ma part, la réponse est non. À l'heure actuelle,
je crois qu'il n'y a pas assez de quoi admettre un statut civil personnel distinct de la citoyenneté nationale. Admettre des droits transnationaux n'implique en aucun cas de reconnaître une citoyenneté transnationale, ces droits pouvant et devant être attachés ou rattachés au seul statut politique authentique actuel qui est celui du citoyen national. Bon, cela ne signifie pas que l'Union européenne n'a pas de dimension politique, elle en a une, mais elle n'est pas encore de nature, en tout cas, à requérir un tel statut. Tout au contraire, la redéfinition de la citoyenneté autour des seuls droits transnationaux ne peut que participer à démonétiser la notion moderne de citoyenneté. Alors, une manière de traiter cette question, et la meilleure, je crois, consiste justement, selon votre proposition, à faire la généalogie, au fond, de la citoyenneté en Europe et d'abord de remonter aux principes qui ont défini la citoyenneté moderne en conjonction étroite avec l'État moderne, à revenir au fond aux éléments matriciels qui ont donné leur sens au statut de citoyen, afin de comprendre ce qu'une citoyenneté européenne pourrait en conserver. Je procéderai en 3 temps, d'abord en revenant à la manière dont la citoyenneté a été redéfinie en vis-à-vis de l'État moderne, et je me focaliserai ici sur Hobbes, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, qui pose, je crois ici, peut-être à mon sens, 3 des 4 principes qui constituent la citoyenneté moderne. Ensuite, deuxième partie, j'indiquerai très sommairement, peut-être de manière outrancière, mais c'est plus indicatif qu'autre chose, les développements ultérieurs qui me semblent pourtant les plus importants et les plus essentiels dans la consolidation de cette citoyenneté moderne et qui incluent, je citerai, un enrichissement des droits du citoyen, l'extension du suffrage et un 4e principe qui est celui de la nationalité. Dans une 3e partie, je proposerai d'évaluer la notion de citoyenneté européenne comme réalité et comme concept, en plaidant de manière un peu provocatrice pour sa disparition. Ça, c'est bon. Pour amorcer le débat, si vous voulez, et le motiver. En conclusion plus optimiste, évidemment, je dégagerai les conditions sous lesquelles cette notion pourrait à l'avenir retrouver une pertinence, une meilleure pertinence. Voilà. Alors, ma première partie consiste à revenir sur les principes ou quelques principes de la citoyenneté moderne. La citoyenneté moderne est une redéfinition et non pas, évidemment, une création. Le concept normatif de citoyen, selon Aristote, réside dans la participation effective aux charges publiques au sein de la communauté politique, en particulier au pouvoir délibératif et judiciaire. C'est la raison pour laquelle la citoyenneté n'existe véritablement que dans une démocratie, dit Aristote en Politique 3. Par-dessus tout, Aristote tient à préciser que la citoyenneté ne saurait dériver de la simple résidence à l'intérieur de la cité, ça résonne justement avec les questions européennes. Habiter ne donne pas droit à participer à la vie politique et ne permet pas d'intégrer pleinement la communauté civile. Alors, lorsque l'État moderne est théorisé au XVIIe siècle, la notion de citoyen est redéfinie par corrélation. Le civis est simplement le vis-à-vis de la nouvelle civitas. On l'observe en particulier chez Hobbes, qui clarifie conjointement la nature de l'État sur la base de la souveraineté et celle du citoyen, qui est à la fois la matière et l'artisan de l'État, ainsi qu'il le précise dans l'introduction du Léviathan. Il est important de souligner cette théorisation en miroir de l'État et du citoyen, car si l'on associe souvent Hobbes à sa théorie de l'État souverain, on rappelle moins souvent ce qu'il dit du citoyen, et qui en est pourtant le principe et la fin, l'artisan de l'institution politique et le destinataire ultime de celle-ci. Je cite Hobbes dans un traité qui s'appelle quand même du citoyen. L'État, en effet, n'a pas été institué pour lui-même, mais pour les citoyens. Hobbes n'a certainement pas tout établi de la citoyenneté moderne, très loin de là, mais il a posé néanmoins, je crois, 3 de ces 4 principes constitutifs. Les principes de la citoyenneté sont les correspondants terme à terme des principes de la souveraineté. Et il est donc possible de les ranger finalement sous les mêmes registres respectivement. Alors je citerai ici, je vais les utiliser dans mes 2 parties suivantes, le droit, la question du droit, le principe du droit, le principe de reconnaissance et le principe de la puissance. Le droit, la reconnaissance, la puissance.
Tout d'abord, le principe du droit, la souveraineté se définit, elle, d'abord par un ensemble de droits et plus particulièrement un droit absolu de décider ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour la paix et la défense commune. C'est aussi un droit illimité puisque le souverain est seul juge du champ d'action nécessaire, donc légitime, pour parvenir à ses fins. C'est enfin un droit global, un droit qui inclut et qui englobe tous les autres droits. Le souverain détient, à titre de propriétaire, le droit de faire et de défaire la loi, de déclarer la guerre et de signer la paix, de juger en dernière instance, de nommer les magistrats, d'arbitrer les conflits, et même de décréter ce qui doit être tenu pour vrai sur des sujets qui divisent la société. Alors, face à ce droit superlatif, le citoyen apparaît de prime abord comme assujetti, titre de sujet, plutôt que de citoyen finalement, saturé d'obligations, pauvre en droit. Et en effet, il y a aussi un aspect linguistique derrière tout cela. Hobbes n'emploie qu'exceptionnellement finalement le terme anglais de citizen. Et si dans ces textes latins, le terme de référence, peut-être par défaut, est bien celui de civis, c'est le vocable de subject qui est de loin privilégié dans ses œuvres en langue anglaise. D'abord un sujet. À partir de là, cependant, il convient de faire place à 3 considérations. La première est relative à la liberté attachée aux citoyens sujets. Hobbes a modifié de manière substantielle sa conception de la liberté du citoyen au fur et à mesure de ses travaux. En 1640, premier traité, les éléments de la loi, il déclare qu'il y a une contradiction entre le statut de sujet et la faculté d'être libre. Je le cite, « La liberté ne saurait être compatible avec la sujétion. Et puisque le souverain a tous les droits, même s'il ne les exerce pas tous dans les faits, eh bien, les particuliers seraient toujours sous la domination du pouvoir politique. Cependant, les faits comptent, justement pour Hobbes, et l'exercice de la souveraineté est subordonné et donc limité à une certaine fin, qui est la protection maximale des conditions d'une vie individuelle heureuse. Hobbes a donc été amené à intégrer toujours davantage la liberté dans le statut du citoyen. La première fois, il le fait en tenant compte de ce que la loi a pour finalité, non pas, je le cite, non pas pour abolir les actions, mais pour les diriger. Traité du citoyen, chapitre 13, article 16. C'est pourquoi, je le cite à nouveau, les souverains sont obligés par la loi naturelle de garantir la liberté inoffensive aux citoyens. Il s'agit d'une liberté négative comme non-interférence et non d'une liberté républicaine conçue comme non-domination. Il n'empêche qu'il y a là un geste fort qui consiste à affirmer que le statut du citoyen destine à une liberté inoffensive maximale. Ce n'est pas tout, puisque Hobbes considère de plus en plus le fondement jus naturaliste du statut civil. Les hommes consentent à intégrer une communauté civile sous le pouvoir commun d'un souverain parce qu'ils entendent par là protéger leur droit naturel à se préserver. Le statut de citoyen finit par être investi par ces droits naturels qui justifient parfois jusqu'à des actes potentiels de désobéissance. Léviathan, chapitre 21. La deuxième considération réside dans l'approfondissement de la citoyenneté comme statut personnel. Pendant longtemps, Hobbes a fait l'économie d'une véritable construction politico-juridique du citoyen. Dans les éléments de la loi, toujours 1640, comme dans le traité du citoyen, 2 ans plus tard, les hommes ne revêtent pas de nouvelles dimensions en entrant dans la société politique. L'homme civil est le même que l'homme à l'état de nature, même si la condition extérieure, elle, s'est organisée sur la base d'un pacte. Mais Hobbes ne parvient pas alors à rendre compte du principe d'obligation, car une objection récurrente est celle de la conscience morale des citoyens. Souvent, la décision du souverain n'est pas celle que j'aurais prise ou celle que je juge être correcte. Comment accepter alors de faire ce que j'estime être injuste? Voilà l'objection. Pour répondre à cette objection, Hobbes déploie un dispositif qui implique à la fois une théorie de l'imputation civile et un statut de citoyen véritable. C'est une innovation. Ce dispositif qui est esquissé dans le traité du citoyen est développé dans le Léviathan avec la théorie célèbre de la personne qui offre un système général du statut personnel.
L'anthropologie naturelle et sociale, qui forme les 15 premiers chapitres du Léviathan, se dispense fort bien de la notion de personne. On s'occupe des hommes. Notion de personne qui est en revanche requise pour la doctrine civile développée par la suite. Selon cette théorie, la personne désigne un statut artificiel construit, distinct de la qualité d'homme, et qui a été le concept de référence, qualité d'homme, concept de référence dans la partie anthropologique de l'ouvrage. Je cite la définition liminaire de ce chapitre, est une personne, celui dont les paroles ou les actions sont considérées soit comme lui appartenant, soit comme représentant les paroles ou actions d'un autre, ou de quelque autre réalité à laquelle on les attribue par une attribution vraie ou fictive, théorie de l'imputation. De nombreux débats ont porté sur le genre de personne que serait l'État. Cependant, il faut aussi considérer que la notion s'applique aux citoyens eux-mêmes, qui, dans leur rapport à l'institution politico-juridique, ne sont plus conçus dans leur qualité naturelle d'être humain, mais dans leur statut de personne. Même la personne naturelle, que sont, dit-il, tous les adultes sains d'esprit, c'est-à-dire les citoyens, est un statut et une construction politico-juridique. Troisième et dernière considération, le citoyen de l'État moderne procède d'un pacte civil qui fonde ses droits et ses obligations. Le statut politique du citoyen s'universalise donc à partir de la condition naturelle d'homme. Ce sont les droits humains qui soutiennent finalement la citoyenneté. Donc là, on est en rupture avec la citoyenneté des anciens. La citoyenneté moderne a pour prémisse l'égalité naturelle des êtres humains et l'égalité civile de tous les citoyens dans leur rapport au pouvoir souverain. Dans leur rapport au pouvoir souverain, évidemment. Deuxième principe, le principe de la reconnaissance. La souveraineté moderne n'est pas seulement un ensemble de droits, parce que les droits naturels et civils ont besoin d'être soutenus par une institution politique qui fait l'objet d'une reconnaissance générale et qui est acceptée en pratique. L'acte politique de la reconnaissance prime sur la distribution juridique des droits et lui donne son assise. Lorsque Hobbes a commencé à étudier la nature du pacte civil, il a très vite reconnu que le transfert de droits était nécessaire mais insuffisant pour constituer le pouvoir souverain et conjointement la citoyenneté. Le Léviathan complète la relation juridique qui lie le citoyen au souverain par une relation politique d'autorisation et de représentation. Il s'agit pour Hobbes d'éviter deux écueils. Le premier est d'en faire un rapport et de faire du souverain une instance réduite à sa dimension juridique, un être qui aurait tous les droits. Le second est d'en faire un rapport de force ou de domination pure. Le souverain est celui qui s'impose de manière coercitive et se résume à cela. La conception juridique de la souveraineté n'est pas satisfaisante parce qu'elle n'a pas de stabilité. Même si chacun décide de se dessaisir de son droit naturel illimité au profit d'un bénéficiaire, homme ou assemblée, aucune garantie n'existe que ce dessaisissement sera respecté sur la durée. La conception despotique, on peut appeler ça comme ça, de la souveraineté, n'est pas satisfaisante non plus parce qu'elle maintient un rapport d'ennemi à ennemi entre les sujets et le pouvoir. Elle manque aussi de stabilité, mais pour une autre raison. Elle n'a pas l'appui d'un moment institutionnel auquel chacun apporterait son consentement. La solution réside pour Hobbes dans l'autorisation que chacun accorde au souverain à le représenter en tout ce qui est public, c'est-à-dire pour Hobbes en tout ce qui touche à la paix et la sécurité commune. Alors cet aspect me semble très important. Il signifie que la notion de citoyenneté, pas plus que celle de souveraineté, n'est une catégorie exclusivement juridique déjà. Pas seulement une question de droit. Être un citoyen ne se résume pas à avoir un statut auquel sont attachés des droits et des devoirs. Cela implique aussi une dimension plus profonde de la relation de soi à l'autorité politique. Dans les termes de Hobbes, sans doute limités, chacun s'engage à se reconnaître auteur des actes initiés par le souverain. Alors, ça n'est pas rien, c'est loin d'être tout, mais ça n'est pas rien non plus. L'autorisation est davantage qu'une permission qu'un consentement, puisqu'elle conduit à s'approprier politiquement les décisions du pouvoir. On peut parler à bon droit d'une forme minimaliste peut-être aussi, de participation du citoyen à la souveraineté, peut-être plus théorique que réelle, mais bon, il y a quand même quelque chose. Chez Hobbes, cette participation, on le sait, est exclusive de toute activité effective des citoyens à la prise de décision.
Mais elle est essentielle pour concevoir que la décision du souverain est bien l'expression d'une volonté commune, publique, la volonté de l'État lui-même, et non pas l'expression d'une volonté individuelle et privée. Troisième principe, le principe de la puissance. La souveraineté est un ensemble de droits exerçables et une autorité légitime fondée sur la reconnaissance. Deux premiers principes. Mais elle a bien sûr aussi une troisième dimension qui est celle de la puissance. Droit, légitimité et efficacité complètent finalement la systématique de la souveraineté. Ce sont des aspects distincts mais qui sont largement interdépendants. Le pouvoir politique détient pour son exercice une puissance irrésistible, en tout cas incomparable sur Terre, comme le rappelle la citation du livre de Job qui est inscrite en exergue du frontispice du Léviathan. Il s'agit d'une puissance qui s'exerce sur les citoyens, afin d'assurer le respect des lois civiles. Une question qui est rarement posée, au fond j'y ai travaillé assez récemment, est celle de la composition réelle de cette puissance incommensurable du souverain. D'où vient-elle? De quoi est-elle faite? Après tout, un monarque, une assemblée sont bien peu de choses face aux citoyens, si certains d'entre eux, par exemple, entendaient désobéir. La notion de puissance, la potentia, ce que l'on remarque, c'est que c'est une notion universelle et transversale dans la philosophie de Hobbes. Dans sa philosophie première et naturelle, la puissance et l'acte désignent la même chose que la cause et l'effet. Hobbes ne fait aucune place, par exemple, à la puissance comme potentialité ou virtualité. Toute puissance est acte produisant un autre acte. Tout corps possède donc une certaine puissance par laquelle il produit un effet. L'homme est un corps à peu près comme les autres, seulement à peu près, mais voilà, c'est un corps. Et il possède, lui aussi, une puissance naturelle qui est l'ensemble de ses facultés corporelles et intellectuelles. Il peut d'ailleurs aussi s'adjoindre des puissances instrumentales, dit Hobbes, en développant des compétences, des talents, des atouts, mais aussi en s'adjoignant des amis ou des alliés. Donc ça, c'est le chapitre 10 du Léviathan qui est tout à fait passionnant parce qu'il est consacré à la puissance humaine et à ses développements. Et il illustre justement les transformations de la puissance de l'homme naturel à l'homme social, puis à l'homme civil, donc au citoyen. Selon sa conception naturaliste, la puissance humaine, la potentia activa, comme il l'appelle, réside dans les facultés de chacun et elle a donc une valeur absolue. Mais au sein de la société, la puissance des uns s'oppose à la puissance des autres. Et leur aptitude à produire des effets n'a plus de mesure absolue. Elle est au contraire relative à la puissance d'entrave ou à la puissance d'action des autres. Ce que l'on peut donc appeler la puissance sociale des individus désigne toujours la supériorité ou l'éminence, en tout cas la différence des uns ou de l'un sur l'autre. Il n'y a plus de valeur absolue de la puissance, c'est une valeur relative et différentielle. La logique de la puissance sociale est celle de la compétition, et elle ne facilite pas la concorde civile. Il existe toutefois, dit Hobbes, pour chacun un moyen d'accroître sa puissance sociale qui consiste à agréger sa puissance à celle des autres. Le modèle égalitaire des groupes d'amis ou le modèle, au contraire, hiérarchique des groupes factieux, dit-il, en sont des exemples. Mais la plus grande des puissances humaines, dit Hobbes, je le cite, est celle qui est composée des puissances du plus grand nombre possible d'hommes, unis par le consentement en une seule personne naturelle ou civile, laquelle a l'usage de toute leur puissance sous la dépendance de sa volonté, comme c'est le cas d'une république. La puissance suprême ou souveraine, donc, n'est rien d'autre que la somme de la puissance de tous les citoyens. Autrement dit, la puissance politique qui s'exerce sur les citoyens est la même que celle qui résulte de la mobilisation des citoyens. Étant donné la conception politiquement faible de l'activité civile, on peut se demander quelle est cette contribution que les citoyens apportent au souverain pour qu'il soit réellement aussi puissant qu'il doit l'être. Eh bien, elle commence d'abord, dit-il, par la diligence des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, l'administration publique et ce qu'il appelle les corps politiques subordonnés. Hobbes consacre, par exemple, les développements aux qualités qui font un bon juge. Mais elle se poursuit aussi, parce que ce serait trop restreint sinon, par l'appui des citoyens ordinaires à l'accomplissement de certaines missions politiques
de l'État en tout cas. Il mentionne par exemple l'obligation qu'ont tous les citoyens de contribuer dans la mesure de leur possible à l'exercice de la justice pénale. Et puis elle recouvre toujours à minima le soutien de celui qui conforte la loi simplement en la respectant. Les citoyens font donc plus que se soumettre ou même consentir à la loi. Ils l'acceptent en vertu d'une motivation qui trouve son ressort dans le statut d'auteur. Donc là, c'est un argument motivationnel, je le crois important. Cette acceptation générale de la volonté commune forme la puissance concrète du souverain. Elle se matérialise en particulier par la contribution financière, justement, que chaque citoyen apporte à la puissance souveraine. Corollaire donc de l'État souverain, la citoyenneté moderne se caractérise donc chez Hobbes par l'existence d'un statut personnel juridique, civil, par la reconnaissance des décisions politiques par le citoyen, il se reconnaît l'auteur, et par la contribution à la puissance publique. Alors ça, je vais le réutiliser par la suite. Je passe à ma deuxième partie qui va de manière très sommaire. Je vous prie de m'excuser de cet aspect-là, c'est parce que j'ai besoin quand même de ne pas passer trop directement de Hobbes à l'Europe, ce serait ça aussi outrageusement simplificateur. Je vais évoquer les trois développements majeurs, ou trois développements majeurs, pas forcément les trois développements majeurs, mais trois développements majeurs de la citoyenneté moderne. J'esquisserai donc rapidement trois lignes de développement qui me paraissent essentielles pour cerner les fameuses transformations de la citoyenneté. Et si elles ne sont pas exhaustives, bon, elles vont suffire ici pour mon propos. Il y a d'abord l'extension des droits du citoyen. L'enrichissement des droits qui sont attachés à ce statut personnel, civil, citoyen, entendu comme sujet de droit. Et là, l'analyse de Thomas Marshall sur la citoyenneté est très célèbre, c'est une référence à juste titre. Il faut rappeler qu'elle procède de la volonté d'examiner la tendance de la citoyenneté à réaliser la promesse d'égalité qui est inscrite en elle. Promesse d'égalité. Et le contractualisme de Hobbes, et finalement de la tradition ius-naturaliste moderne, contenait déjà le principe de l'universalité, et donc l'égalité du statut de citoyen, mais évidemment, cette assertion de principe s'accompagnait d'inégalités civiles et sociales. D'une part, des structures intermédiaires comme la famille reconduisaient des hiérarchies de droit, et puis d'autre part, le déploiement des relations sociales, obéissant à la loi de la compétition pour la puissance, faisait naître des inégalités sociales et économiques. Alors Marshall, justement, souligne ce paradoxe que la citoyenneté, qui repose sur le principe d'égalité, et la classe sociale, c'est l'objet finalement de son petit essai, dérivé du marché, et qui repose sur un principe, lui, d'inégalité, sont nés conjointement en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Les deux tendances se sont développées en parallèle, dit-il, en s'opposant souvent, mais en se renforçant aussi parfois. Ainsi, le développement des droits civils et des libertés civiles a-t-il favorisé l'essor du capitalisme ? Marshall périodise, on le sait, l'étoffement des droits qui ont été successivement attachés au statut du citoyen, défini dès le seuil comme free man, homme libre. Alors, les droits civils au XVIIIe siècle, c'est une périodisation évidemment qui simplifie, les droits civils au XVIIIe siècle avec l'état de droit, le recours individuel à la justice, et puis le droit économique de circuler et de séjourner. Ça doit aussi résonner avec l'ambition finalement de la citoyenneté européenne. Ensuite, les droits politiques au XIXe siècle, de vote et d'éligibilité, il s'agit cette fois plutôt de l'extension universelle du suffrage réel. Et puis enfin, les droits sociaux au XXe siècle, qui ont pour objet de fournir les conditions sociales d'exercice des droits civils et politiques. La nouveauté, à ce titre, réside moins dans l'existence de droits sociaux, comme la charité publique, que leur rattachement à la citoyenneté. Ainsi en est-il de l'éducation, qui est moins un droit de l'enfant à être éduqué que le droit de l'adulte, donc du citoyen, à avoir été éduqué. Ces différents droits ne font pas plusieurs statuts distincts, ils enrichissent toujours le même statut qui est celui de citoyen. Deuxième développement, celui de la participation civile. Alors, le citoyen hobbesien, on se rappelle, n'a pas vocation à exprimer son opinion, ni à participer aux prises de décision, même de manière indirecte.
S'il est considéré comme l'auteur des actes du souverain qui le représente, c'est parce qu'il s'est lui-même obligé à se considérer ainsi. La relation d'autorisation de représentation peut difficilement se satisfaire cependant d'une formule qui ne tient aucun compte de la représentativité ni de la reddition de comptes, en tout cas pas durablement. Et en concurrence avec la théorie hobbesienne de la représentation, eh bien, d'autres théories contemporaines, chez par exemple Edward Cook, le juriste, ou bien chez les Levelers, ont défendu l'idée que la représentation politique fournissait une légitimité au Parlement que le roi, lui, n'avait pas. Et pour cela, il fallait que la représentation devienne une investiture, qu'elle repose donc sur l'élection par les citoyens. Il fallait ensuite que le mandat se politise. Je cite Cook, « Même si quelqu'un est choisi pour un comté ou pour un bourg particulier, lorsqu'il retourne et siège au Parlement, il se trouve néanmoins au service de tout le royaume, car le but de sa venue ici est général. » comme il apparaît dans son instruction électorale. Enfin, il a paru nécessaire de faire de la représentation une forme de gouvernement et non plus, comme chez Hobbes, une forme de l'État. Pour les Levelers, justement, comme Lilburne ou Overton, eh bien, le peuple n'est pas constitué par sa représentation souveraine, comme chez Hobbes. Le peuple préexiste au gouvernement, lequel n'a donc une légitimité dérivée et toujours inférieure, en tout cas, à celle du peuple. Et le débat pour une représentation équitable, un equal representative, est un combat avant l'heure pour la représentation réelle contre la représentation virtuelle. Un citoyen n'est représenté que s'il est lui-même électeur d'un élu. Et cette même représentation réelle, on le sait, jouera un rôle central aux États-Unis à partir de 1765, à la fois pour défendre l'indépendance de l'Amérique vis-à-vis de l'Angleterre, mais aussi, très vite, pour défendre l'extension du suffrage aux femmes et aux Noirs. On ne saurait finalement être véritablement l'auteur de la loi si l'on ne prend pas également part, personnellement, à la formation de la volonté commune. Sous ce point de vue, la citoyenneté est devenue indissociable du principe normatif de l'autogouvernement. Troisième développement, alors, où je vais être expéditif, mais je le mentionne pour une raison simple, c'est le principe de nationalité. Une autre évolution évidemment essentielle de la citoyenneté a été l'introduction de ce quatrième principe qui est venu à la fois compléter les trois premiers, mais aussi soutenir les développements que j'ai mentionnés. Et il s'agit donc de la nationalité. Le citoyen de l'État est devenu celui de l'État-nation et la citoyenneté s'est superposée à la nationalité, ou a été conditionnée par elle. Néanmoins, il me paraît important de rappeler que la citoyenneté préexiste à sa conception nationale, ce que je voulais dire ici en ajoutant le stato devant national. De même que l'État ne se résume pas à la forme plus spécifique de l'État-nation. Et la citoyenneté moderne est d'abord le corrélat strict de la forme politique de l'État. Alors, ce point, j'y tiens, il me paraît d'autant plus important que les débats autour d'une citoyenneté européenne utilisent les termes, en tout cas les références à la nationalité ou au dépassement du référent national. Est-ce qu'elle est post-nationale, transnationale, comme Habermas, Jean-Marc Ferry ou Justine Lacroix le proposent, ou bien est-ce qu'on doit modifier un petit peu notre lexique et proposer post-étatique ou supra-étatique ou je ne sais quoi encore. Voilà, alors cela prépare pour moi une réflexion sur la citoyenneté européenne que j'aborde maintenant en troisième partie. La citoyenneté européenne a été conçue comme un ensemble de droits spéciaux, je l'ai rappelé en introduction, reconnus aux Européens, droits qui, à eux seuls, dit-on, justifieraient un nouveau statut civil, celui de citoyen européen. Il semble que ces droits satisfont d'abord presque parfaitement un premier critère normatif, qui est celui de l'universalité et partant de l'égalité. Il suffit, pour être citoyen européen, de détenir la nationalité d'un des États membres. Donc tous les citoyens nationaux en Europe sont a fortiori des citoyens européens. Par ailleurs, la libre circulation des personnes et le droit d'établissement, l'une des 4 libertés fondamentales, se sont élargis et au lieu d'être réservés aux travailleurs, comme c'était le cas avec le traité de Rome, ils ont été généralisés à tous les ressortissants et finalement attachés au statut de citoyen européen à partir du traité de Maastricht. Je cite, tout citoyen, comme Céline l'a rappelé tout à l'heure, tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Cependant, c'est là où j'ai mis une objection. La citoyenneté européenne n'est constituée que de ces droits spéciaux. Elle n'inclut pas de droits civils, de droits politiques ou de droits sociaux analogues à l'échelle européenne à ce qu'il en est pour la citoyenneté stato-nationale. Les droits civils spécifiquement européens sont ceux de circuler et de séjourner sur le territoire de l'Union et de la protection diplomatique. Les droits politiques se résument aux droits de pétition et à l'initiative citoyenne européenne. Les absences sont criantes. Le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, par exemple. On croit qu'il est rattaché au statut de citoyen européen. Ce n'est pas le cas. En fait, il est rattaché au statut de citoyen national. Je le précise parce qu'en général, on dit voilà, si je vote au Parlement, aux élections européennes, c'est parce que je suis citoyen européen. Non, c'est parce que je suis français, allemand, italien ou autre chose. Citoyenneté européenne qui n'est invocable que de manière périphérique si je réside dans un autre État que celui dont je suis le ressortissant. Lorsque je vote aux élections européennes, moi qui réside en France, je le fais en qualité de citoyen français et non pas en qualité de citoyen européen. Le droit de vote pour les résidents non ressortissants ne concerne, il faut le rappeler, que 8 millions d'Européens. Les migrés intra-européens, c'est 1,7% de la population européenne. C'est minuscule. Et donc très inégalitaire. Ce droit de vote n'est pas aisément d'ailleurs interprétable comme un droit politique, mais peut-être comme une condition de l'exercice d'un droit politique. À voir, c'est sans doute sujet à interprétation. De même, le droit de séjour dans l'État qui est le mien dérive exclusivement de ma citoyenneté nationale et n'a pas de fondement complémentaire dans ma citoyenneté européenne. Si par accident, ça peut arriver dans le règne du droit, il peut y avoir des situations très atypiques. Si par accident je perdais mon droit de séjour en France, moi qui suis français, eh bien je ne pourrais pas invoquer le fait qu'étant citoyen européen, j'ai le droit quand même de séjourner dans cette petite partie du territoire européen. Les citoyens européens ne peuvent saisir ensuite, qu'en de rares cas, eux-mêmes, la Cour de justice. Et il n'est même pas clair que ce soit à titre de citoyen européen plutôt que, comme le mentionne l'article 263 du TFUE, de personnes physiques ou morales. Il apparaît donc que les droits transnationaux ne justifient pas un statut de citoyen européen et que les droits civils et politiques relatifs à l'Union sont plutôt des droits qui viennent compléter la citoyenneté nationale. Ensuite, la citoyenneté n'est pas qu'une catégorie juridique. Je l'ai dit tout à l'heure, elle définit aussi une relation politique où chaque citoyen est impliqué dans la formation de la loi. Sans nier l'existence de tout rapport politique aux institutions de l'Union européenne, on ne peut que reconnaître sa fragilité structurelle. Il n'existe en effet pas de modèle contractualiste pour l'Union européenne comme il en existe un pour l'État. Il est par exemple toujours possible de reconstituer idéalement l'État à partir d'un pacte social entre les futurs citoyens. Mais cette possibilité n'est pas offerte par l'Union européenne, je pense, qui a suivi une logique de construction plutôt que de fondation. Or, cette construction s'est largement faite sans les citoyens. Le statut même de citoyen européen a été attribué sans même avoir été demandé par les intéressés. Comme l'a souligné d'ailleurs Wilkim Lika, il n'a pas été une conquête politique ni le résultat d'une lutte, mais il a été le fruit de la charité institutionnelle qui était en manque de légitimité. Alors, selon le traité de Lisbonne, le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. On revient sur la question de représentation. Les citoyens étant représentés au Parlement et les États au Conseil. Parmi les difficultés nombreuses que soulève la représentation politique au niveau européen, il en est une qui concerne plus précisément la relation de délégation qu'elle implique. Et là, je m'appuie sur les analyses d'Alexander Zomek, même si je ne le suis pas jusqu'au bout. Il dénonce à ce sujet une confiance piégée. Le rapport de représentation entre le citoyen et les pouvoirs institués, rappelle-t-il, tire sa légitimité du fait que les citoyens trouvent une plus-value politique dans cette délégation de pouvoir. Par exemple, ils peuvent manquer de temps ou d'intérêt pour les débats publics, ou manquer des connaissances requises, de jugement, de capacité à délibérer.
La représentation est donc une solution, mais elle est toujours menacée par un danger, puisque c'est par déficit que le représenté délègue son pouvoir à un représentant. Eh bien, les critères d'évaluation de l'activité du représentant tendent à s'autonomiser. Si le représenté n'a ni le temps, ni les connaissances, ni le jugement pour agir lui-même, eh bien, il en manque sans doute aussi pour évaluer l'action de celui qui le représente. Par principe, la relation de représentation repose sur une confiance qui, pour ne pas se transformer en soumission aveugle, requiert une reddition de comptes, un contrôle de l'activité législative, la possibilité de révoquer les représentants, un peu ce qu'on appelle la contre-démocratie. Même si les citoyens ne participent pas directement à la formation de la loi, du moins doivent-ils pouvoir débattre collectivement des décisions qui ont été prises en leur nom et pour leur bien, et pouvoir décider des conditions de poursuite de la politique menée. Alors la représentation au niveau de l'Union européenne, dit Zomec, présente des inflexions notables qui l'éloignent du cercle idéalement vertueux du système représentatif. Elle conjugue une plus longue chaîne de délégations, en particulier pour ce qui concerne le Conseil, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, mais c'est aussi vrai pour le Parlement européen, où l'on envoie des députés européens issus de listes nationales pour débattre de sujets communautaires, avec une autonomie accrue des représentants vis-à-vis des citoyens électeurs, dont il n'est pas vraiment attendu qu'ils comprennent les enjeux, ni qu'ils soient en mesure de juger ce qui est bon pour eux. L'absence de reddition de comptes des députés européens, de débats publics transnationaux, à large audience en tout cas, de partis européens, qui soient autre chose que des partis parapluies, permet difficilement aux citoyens de se reconnaître comme étant justement les auteurs des décisions prises en leur nom. Troisième, la question de la puissance. Le citoyen stato-national s'était constitué en corrélation de l'État souverain et le pouvoir de celui-ci résultait de la contribution de celui-là. L'Union européenne n'a pas vocation à devenir un État fédéral, en tout cas un État, ni à se doter d'une souveraineté de même nature que celle de l'État. Mais elle a tout de même l'ambition d'être une entité politique, ce qui requiert l'exercice d'un pouvoir de décision et de mise en œuvre. C'est à cette condition que l'on peut également envisager une citoyenneté européenne digne de son nom, me semble-t-il. La puissance publique est composée de la puissance administrative, qui met en œuvre diligemment les décisions européennes, du pouvoir, qui procède de l'acceptation pratique de ces décisions, et du ressort fiscal. Alors là, si on essaye de faire l'évaluation au niveau européen, ça peut être assez cruel. Il faut donc déplorer la faiblesse relative de l'administration européenne, un peu plus de 50 000 employés, autant que pour la seule ville de Paris, et surtout de son budget, les fameux 1% du PIB de l'Europe. La faiblesse de ce budget est encore un moindre mal comparé au fait que l'Union, comme l'a rappelé Céline tout à l'heure, n'a pas de fonds propres directs. Le budget est composé pour 2/3 des contributions des États membres et pour 1/3 des droits de douane et une portion de la TVA. Or, me semble-t-il, il n'y a pas de citoyenneté sans contribution fiscale individuelle. Mais ici, je voudrais insister sur encore un autre point, c'est-à-dire sur le pouvoir qui dérive de l'acceptation des décisions prises. En m'appuyant sur Habermas ici, qui a montré dans Droit et démocratie comment, dans la démocratie, les normes juridiques, qui ressemblent un petit peu au principe de droit que j'ai rappelé tout à l'heure, la légitimité, on n'est pas très loin du principe de reconnaissance, et la motivation civile, on n'est pas très loin de l'acceptation des lois, doivent se combiner et se compléter mutuellement. La formation de l'opinion et de la volonté s'appuie sur un principe de discussion producteur de normes juridiques qui, à la différence, dit-il, des normes morales ou des droits de l'homme, ne peuvent pas être absolument générales, mais qui expriment un choix collectif fondé sur une forme de vie particulière et commune. Cette pénétration des valeurs et de la téléologie au sein des normes reconnaît la distinction du droit et de la politique. Les normes juridiques trouvent leur validité dans le fait que, en dépit d'une prétention à concorder avec les normes morales universelles, elles donnent une forme rationnelle à une forme de vie concrète parce qu'elles sont issues de la discussion argumentée. Il existe donc des justifications à l'adoption de ces normes. La participation des citoyens à la formation de la volonté produit cette légitimité. Mais ces justifications ne peuvent faire plus que de rendre les règles acceptables. Aussi, Habermas souligne-t-il une autre vertu essentielle de la discussion, une vertu pratique, qui est de produire de la valeur sociale,
qui permet de compléter l'acceptabilité rationnelle par l'acceptation effective. Et c'est là où on va retrouver le principe de motivation. Cette imbrication, je le cite, d'une édiction du droit, mise en œuvre par la discussion et d'une formation du pouvoir fondée sur la communication, s'explique en dernière instance par le fait que justement, dans l'activité communicationnelle, les raisons qui justifient constituent aussi des mobiles. Cet aspect pratique de la validité des normes juridiques semble insuffisant, me semble-t-il, au sein de l'Union européenne. Les discussions entre les États membres ou leurs gouvernements, sous pression de leurs opinions nationales, ne permettent pas toujours d'obtenir l'acceptation ni de donner les mobiles de la coopération. La discussion n'éteint pas les tensions entre les États, même après l'adoption des mesures négociées. Surtout, le débat ne déborde pas suffisamment sur les opinions publiques qui restent encore cloisonnées et mobilisées autour d'enjeux nationaux. On peut dire que les choses évoluent, on n'a même jamais vraiment cessé de le répéter, et c'est le cas sur certains sujets transnationaux, comme les questions migratoires, sanitaires, énergétiques aujourd'hui. Mais il reste que les choix se font encore largement au niveau national. Par exemple sur la transition écologique et sur la répartition des investissements dans les ressources énergétiques. Il manque à l'échelle de l'Europe ce fameux pouvoir communicationnel qui donnerait de la valeur et de l'effectivité aux décisions, même lorsqu'elles sont considérées comme légitimes. Alors la question n'est pas de savoir s'il faut accorder une place à côté de la citoyenneté nationale à une citoyenneté transnationale, mais plutôt de savoir si relativement à l'Union européenne, qui est déjà une structure politique, le statut personnel et civil correspondant doit être celui de la citoyenneté nationale, enrichi de droits transnationaux, ou celui d'une citoyenneté européenne. Il me semble, pour les raisons que j'ai mentionnées, que la prétention à une citoyenneté européenne n'est pas encore fondée et qu'elle incite même à redéfinir la citoyenneté autour d'un noyau appauvri de droits civils et de droits politiques, qu'elle néglige à la fois la dimension de reconnaissance, de participation et de contribution constitutive de la citoyenneté. Elle risque même de démonétiser la citoyenneté nationale et d'affaiblir la démocratie à l'échelle des États. Ce à quoi nous devons particulièrement veiller face aux mouvements populistes et illibéraux. Alors la thèse parfois soutenue d'une citoyenneté transnationale reconnaît qu'il n'y a pas de rapport analogique ou mieux homothétique entre l'Europe et les États. La citoyenneté européenne ne devrait donc pas être à l'image de la citoyenneté nationale. Très bien. Ce serait une citoyenneté originale, aussi originale que l'Union européenne elle-même. Démocratie plutôt que démocratie. Mais on comprend mal pourquoi il faudrait maintenir le principe d'une seconde citoyenneté plutôt que de compléter la citoyenneté nationale déjà existante. Justine Lacroix, par exemple, défend la citoyenneté transnationale à partir de 3 arguments. 1. L'existence de droits transnationaux, le fameux droit de circuler et de séjourner assorti de droits sociaux, éducation, santé, chômage. 2. La reconnaissance mutuelle que cette citoyenneté engendre entre Européens en changeant leur représentation de soi et des autres. Non pas le fait de se sentir européen, nationalité européenne, mais se sentir français autrement. Troisièmement, la réappropriation de soi à travers l'européanisation des espaces publics nationaux et des enjeux nationaux. Elle ajoute que les crises successives ont fragilisé ces conditions en faisant de la liberté de circulation, par exemple, le vecteur d'une migration intra-européenne très déséquilibrée et déstabilisante, en créant de la défiance entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, et en anesthésiant les opinions publiques, plus démotivées que jamais. Justine Lacroix a le souci de défendre la citoyenneté transnationale face aux 2 réactions qui sont apparues à ces crises, à savoir forcer l'accélération vers des États-Unis d'Europe, avec une citoyenneté européenne de type fédéral, ou revenir à une structure confédérative entre États-nations qui aurait restauré leur capacité de répondre aux demandes sociales et économiques de leurs ressortissants. Enfin. Et la solution qu'elle esquisse consiste à radicaliser la dimension transnationale de la citoyenneté européenne, c'est-à-dire à la déterritorialiser, en empruntant à la fois à Hannah Arendt et à Étienne Balibar. Elle souhaite enfin redéfinir la citoyenneté européenne à partir du paradigme du migrant intra- et extra-européen et en faire le support de droits sur la seule base de la résidence. Alors, la conception transnationale de la citoyenneté prend au sérieux le découplage de la citoyenneté et de la nationalité, qui n'est cependant, je rappelle, que le 4e principe de la citoyenneté moderne.
Que retient-elle au fond des autres principes qui font aussi la dimension politique de la citoyenneté? Le statut personnel de celui qui est membre d'une communauté particulière, la participation à la formation de la volonté commune et la contribution à la puissance publique. La conception transnationale sanctionne en réalité la dévalorisation de la citoyenneté qui accourt au sein de l'Union européenne. Si l'on suit la logique transnationale jusqu'au bout, il ne serait pas besoin d'instituer un statut personnel. La reconnaissance des droits et la possibilité de l'action politique suffiraient. Le citoyen serait, lui, redéfini à partir de l'émergence du sujet nu sur la scène publique. C'est une conclusion paradoxale parce que, il me semble que les migrants extra-européens, par exemple, n'aspirent qu'à une chose, c'est au contraire obtenir un statut civil, un statut protecteur et garant d'une égalité de droits. La conception transnationale, enfin, tend à considérer les migrants intra-européens et extra-européens comme deux déclinaisons d'un même paradigme, ce qui peut sembler assez déconcertant, tant est grande la différence de situation sociale, économique et civile entre celui qui circule à l'intérieur de l'Union et celui qui la rejoint pour fuir des conditions difficiles de pauvreté ou de guerre. Alors, il faudrait prendre en considération, pour finir, les signes d'une évolution possible vers une citoyenneté européenne authentique. La Cour de justice a récemment pris un certain nombre de décisions importantes au sujet de la citoyenneté qui ouvrent ces perspectives loin du modèle transnational. À travers les arrêts Celsic en 2001, Tsuechen en 2004, Rothman en 2008 et Zambrano en 2009, la Cour a commencé à redéfinir la citoyenneté européenne comme un, je la cite, statut fondamental des ressortissants, relativement autonome des droits transnationaux et donc de l'exercice du droit de circulation. Jusqu'alors, les droits spéciaux des Européens présupposaient un franchissement de frontières. On est à la limite de l'absurde dans certaines situations. J'avais un droit de séjour en Allemagne, par exemple, parce que j'avais exercé mon droit de passer la frontière pour rejoindre l'Allemagne. Il était donc clair que mon droit de séjour en France ne dérivait pas de ma citoyenneté européenne, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais de ma seule citoyenneté française. Il s'agissait, dans le vocabulaire technique, d'une situation purement interne. L'affaire Zambrano a remis en question cette interprétation et a rapporté le droit de séjour dans son propre pays au statut du citoyen européen, pour la première fois. Plus largement, les conclusions de l'avocat général, Eleanor Sharpston, développent une interprétation juridique audacieuse qui conduit à rattacher tous les droits civils, politiques et sociaux, non plus au citoyen national qui aurait circulé dans l'Union, mais au citoyen européen, sans discrimination inversée entre le citoyen statique et le citoyen mobile. Je la cite. À long terme, seule une protection harmonieuse des droits fondamentaux consacrés par le droit de l'Union européenne dans tous les domaines où cette dernière dispose d'une compétence exclusive ou partagée est compatible avec la notion de citoyenneté de l'Union. Les arrêts Dano 2014 et Alimanovic en 2015 ont moins bonne presse, on pourra y revenir, mais il me semble que correctement interprétés, ils vont exactement dans le même sens d'un refus d'une définition transnationale de la citoyenneté européenne. Dans ces deux arrêts, la Cour a refusé de reconnaître certains droits sociaux à des personnes qui s'étaient simplement installées dans un autre État membre que celui dont elles sont ressortissantes, en particulier des droits d'allocation chômage pour Madame Dano, dans l'affaire Dano, une femme roumaine qui n'avait jamais travaillé ni en Roumanie ni en Allemagne où elle séjournait. C'est une erreur, il me semble, de dénoncer cette limitation des droits transnationaux. Il apparaît au contraire que la Cour cherche à renforcer la citoyenneté européenne en lui donnant une autre assise que le droit de circulation. Elle rappelle de surcroît que la citoyenneté inclut des devoirs autant que des droits. Ainsi, en est-il du droit de séjourner dans un autre État membre qui est conditionné à l'existence de ressources suffisantes pour ne pas être une charge excessive pour le système social de l'État de résidence. Alors, pour conclure, j'ai dû faire exploser les compteurs. Non, c'est bien, c'est intéressant. La citoyenneté européenne se réclame d'une certaine analyse de la citoyenneté moderne tout en ayant l'ambition de s'affranchir de la référence à l'État, fût-ce un État fédéral. Trois principes majeurs font la citoyenneté. Le statut personnel auquel sont attachés des droits, la participation à la formation de la volonté commune et la contribution à la puissance publique.
L'existence de droits transnationaux ne justifie pas à mes yeux, à elle seule, une citoyenneté européenne, qui ne saurait être simplement transnationale. La reconnaissance d'un statut personnel fondamental spécifique, indépendant de la transnationalité, tel qu'il se dégage de la récente jurisprudence de la Cour de justice que j'ai rappelée, mais aussi le développement des procédures démocratiques de délégation et de représentation, et puis enfin l'instauration d'une fiscalité européenne constituerait, il me semble, de réelles avancées substantielles vers une citoyenneté européenne véritablement acceptable. Voilà. Merci. Merci de votre patience.